Invité un nutritionniste, un sexologue, un chirurgien plasticien, un chasseur de tête spécialisé dans le comportement au travail et aussi la vie amoureuse. Tous les quatre vont vous aider à trouver des solutions concrètes aux problèmes que vous avez. Je vous demande de les accueillir très chaleureusement. Le nutritionniste Jean-Michel Cohen. Bonjour docteur. Le sexologue Alain Michelon. Le chasseur de tête Claude Lemaine. Et enfin le chirurgien plasticien Patrick Baraf. Messieurs, bonjour. 3 docteurs sur le plateau et un chasseur de tête qu'on connaît bien, c'est mon choix. Dans quelques instants, nous allons vous confronter donc, aux questions que se posent nos téléspectateurs et notre public aujourd'hui. On va démarrer tout de suite avec le premier d'entre eux. Vous voyez, ils sont là. Bonjour. Vous avez une question pour qui? Le chirurgien esthétique. Je me rappelle Docteur Baraf. Lors d'une liposuction, il y a beaucoup de femmes qui aimeraient en faire. Malheureusement, le prix, toujours, c'est un peu cher. On voudrait savoir, est-ce que c'est bien remboursé par la sécurité sociale? Totalement, une partie? Est-ce qu'il faut une mutuelle? Voilà, c'est là ma question pour la liposuction. Bon, c'est une question qu'on peut un peu élargir. D'une façon générale, la chirurgie esthétique n'est jamais remboursée par la sécurité sociale. Totalement. Ni la lipoaspiration ou liposuction, qui revient au même, ni les autres interventions. Il y a quelques interventions de chirurgie esthétique qui sont prises en charge par la sécurité sociale, par exemple, docteur, comme ce que nous appelons les hypertrophies mammaires, c'est-à-dire des personnes qui ont une poitrine très volumineuse. À partir de combien de poitrine, de volume de poitrine? Est-ce que la sécurité sociale le quantifie justement? Non, il n'y a pas une quantité particulière, simplement le chirurgien va apprécier lui-même, dès qu'il va falloir réduire la taille de la poitrine, on considère ça comme une hypertrophie mammaire et il peut y avoir une prise en charge partielle par la sécurité sociale. Cette prise en charge ouvre un remboursement pour d'éventuelles mutuelles. Si les patientes ont des mutuelles supplémentaires, elles peuvent être finalement très bien couvertes. En dehors de ça, certaines plasties abdominales, donc la réparation du ventre chez des femmes qui ont eu plusieurs grossesses, plusieurs accouchements et le ventre relativement abîmé, elles peuvent avoir aussi, mais cette fois-ci avec une autorisation particulière du médecin de la sécurité sociale et non pas seulement la décision du chirurgien. Pour le ventre, il faut passer en expertise à la sécurité sociale. Vous pouvez avoir une acceptation de votre dossier et aussi une mutuelle qui peut rembourser derrière. En dehors de ces deux cas-là, c'est très difficile d'avoir un remboursement. Certains nez aussi peuvent être remboursés. La lipoaspiration, jamais. Les nez dans quel cas? Les nez, lorsqu'il y a une grosse déviation de la cloison nasale, lorsqu'il y a des obstructions. Ça aussi, c'est à l'appréciation du C'est à l'appréciation du chirurgien avec une acceptation du médecin conseil de la sécurité sociale. Bonjour. Oui, bonjour, je m'appelle Aline. Alors, j'aimerais poser une question au comportementaliste. Alors, j'aimerais savoir pourquoi mon mari m'aime, mais pourquoi certaines de ses attitudes me font penser le contraire. Alors, quelles attitudes vous font penser le contraire? Bon, il me dit jamais « je t'aime ». Est-ce qu'il vous le prouve, qu'il vous aime? Les fleurs, les cadeaux? Non, pas de fleurs, pas de cadeaux. Comment il s'appelle votre mari? Marius. Marius, enfin! Qu'est-ce que vous trafiquez? Les cadeaux, sauf pour mon anniversaire et quand j'ai mis notre unique fils au monde, voilà. Et à part ça aussi, pourquoi je doute des fois? Parce qu'il travaille dans le bâtiment, donc... Quel rapport? Il me dit qu'il est fatigué. Ah. Bon, une question là, pour le sexologue, ça? C'est autre chose, donc je ne rentre pas là-dedans. Sinon, il préfère passer son temps au boulot. Et j'ai beau me plaindre, ça ne change pas. Et j'ai l'impression que son travail passe avant moi. Et bon, pourtant, on aurait dû mettre un psy sur le plateau, ça aurait été mieux. Concernant les gestes des hommes notamment, pour prouver leur amour à leur femme, est-ce qu'il y a des gestes qui veulent dire quelque chose ou le contraire? Comment ça se passe? À mon avis, le geste que l'homme a le plus souvent pour prouver son amour, c'est l'acte sexuel. Bon, ensuite, tout dépend de la facilité qu'il a à montrer la part affective de son personnage ou pas. Donc certains hommes sont câlins, certains hommes sont tendres, certains considèrent que dans la mesure où ils continuent de faire régulièrement l'amour à leur femme, c'est un acte, c'est une preuve d'amour suffisante. Et s'il y a ni l'un ni l'autre? Alors là, je n'ai pas osé poser la question. S'il y a ni l'un ni l'autre, je crois qu'il faut divorcer, tout simplement. Hein. Claude Lemaine, il est toujours aussi tranchant. Ou tout au moins, il faut qu'il dialogue, il faut qu'elle lui dise que se passe-t-il, pourquoi se passe-t-il plus rien entre nous, tout simplement. Et alors, Marius, il répond quoi à la question?
Ben, il me dit que je sais très bien qu'il m'aime et que je le sais, qu'il n'a pas besoin de le montrer. Et moi, j'ai besoin des tendresses. Oui, ça, c'est un peu la différence entre les hommes et les femmes. Hein. Les femmes ont besoin que leur prouve et les mecs, pas vraiment. Voilà. Docteur Michelon, qu'est-ce qu'il faut faire quand son mari est fatigué en rentrant du boulot? Je crois qu'il y a beaucoup de communication dans ce genre de problème, hein, et c'est ça qu'il faut développer. Il faut savoir si ça cache quelque chose, s'il y a des problèmes sous-jacents, des non-dits, etc. Mais en gros, ma question, c'était est-ce que c'est normal qu'un homme, après le travail, soit fatigué? Oui. Oui, ça oui. peut arriver. Donc Oui, il faut bien sûr. non plus ne pas être complètement obtus sur la question. On peut être crevé quand on rentre du boulot. Il faut négocier les moments de rencontre, négocier la façon de faire, etc. Même Oui, le bien sûr. week-end. Même le week-end, docteur. Non, moi je crois qu'il faut divorcer, franchement. Et là. qu'est-ce qu'on... Ça, c'est Claude Lemaine, on ne le changera pas. Docteur Michelon, concernant la question sous-jacente de la périodicité des rapports qu'on peut avoir avec son mari, vous savez qu'il y a souvent des sondages. Hein, on sonde les Français pour savoir, les Françaises, pour savoir combien de fois par jour, par semaine, par mois, par an. Quelquefois, on peut avoir des relations avec son mari ou son amant. Il y a une norme, il y a un dosage au-delà duquel il faut s'inquiéter. Voilà, il faut oublier tous les chiffres. Hein. Il faut oublier tous les chiffres parce que vraiment, il n'y a pas de normes. Il y a un problème quand la fréquence désirée n'est pas la même chez chacun des partenaires. Mais dans la mesure où il y a concordance, ça peut être une fois par an, 2 fois par an, 3 fois par semaine, 3 fois par jour. Ça, Il faut juste qu'on soit sur la même longueur d'onde. Voilà, c'est ça, essentiellement. Claude, vous n'avez pas l'air d'accord? Si, mais enfin, si c'est une fois par an, il faut peut-être se poser quelques questions quand même. Si c'est librement consenti, pourquoi pas? Bonjour. Bonjour. Vous avez une question? Oui, Ah bon, pour très bien. le nutritionniste. Docteur Cohen. Eh ben en fait, Vous n'avez pas de régime à faire, vous? Plus ou moins, non, je trouve qu'il y a une injustice, une inégalité entre l'homme et la femme, parce que la femme a beaucoup de mal à perdre de poids, d'une part, et après un régime suivi conjointement par le mari et la femme, l'homme, tous ceux que je connais dans ma famille autour de moi, ont conservé leur poids, et les femmes, nous regrossissons, où on a beaucoup de mal à le maintenir. Alors, est-ce que c'est une question hormonale ou psychologique? Également, un homme qui a des soucis souvent maigrit, et la femme grossit, ce qui arrive encore à être désagréable en plus des soucis. Donc, est-ce qu'il y a une explication et surtout, entre guillemets, un remède à ça pour pallier cette injustice? Alors, docteur? Mais moi, je vais faire 2 réponses en une, parce que je voudrais répondre à la question d'avant aussi. D'ailleurs, on a la preuve qu'il y a une inégalité entre femmes et hommes, puisque les demandes de madame, tout à l'heure, étaient supérieures à celles de monsieur. Souvent, c'est le contraire. Voilà, mais pour l'amaigrissement, en général, les femmes ont un plus petit gabarit, une taille plus petite, une dépense énergétique plus petite. Alors, à nourriture égale, c'est vrai, elles ont plus de mal à conserver leur poids. Et en même temps, en vieillissant, elles dépensent moins d'énergie. Avantage de tout ça, c'est que les femmes vivent également plus vieilles que les hommes, ce qui prouve qu'elles dépensent moins d'énergie et donc elles la gardent pour vivre plus vieilles. Et quant aux recettes pour activer l'activité sexuelle de son mari, moi je me souviens de films, par exemple il y avait un joli film entre Richard Gere et Julia Roberts, il suffit d'une coupe de champagne, de quelques fraises, d'une lumière tamisée, d'enlever les chaussures à son mari, de le laisser se reposer. Alors Voilà. on n'est pas toujours dans les escarpins de la jolie Julia Roberts dans Pretty Woman, mais est-ce qu'il y a, Dr Cohen, aussi des repas qui favorisent l'imagination dans ces moments-là? Est-ce que vous avez des recettes à nous donner en concordance avec j'hésite entre avec les donner sexologues tout de qui- suite ou à la fin de l'émission. Donc, Pourquoi Vous nous les donnez à la fin de l'émission? Allez, je vous donnerai Allez, d'accord. quelques Comme ça, petits on va trucs attendre. À la fin de aphrodisiaques. l'émission, vous nous donnerez des recettes aphrodisiaques. Bonjour, vous vous appelez comment? Magali. Magali, vous avez une question pour qui? Alors j'ai une question pour le sexologue. J'aurais voulu savoir si en étant enceinte, il fallait réduire les relations sexuelles. Alors, docteur Michelon, Il n'y a absolument, médicalement, aucune contre-indication. c'est pas dangereux pour le bébé? Absolument aucun danger. Et c'est plutôt bien ou plutôt pas bien? C'est plutôt bien pour la vie de couple. Bonjour, Bonjour, je m'appelle Odette. J'aimerais poser une question au sexologue. docteur Michelon. Voilà, docteur Michelon. Est-ce normal, pendant un rapport sexuel, un homme perd tous ses moyens? Et si oui, qu'est-ce qu'il faut faire, quoi? La panne. Voilà, panne. C'est une vaste question, ça. Hein. Mais d'abord, ça peut arriver à tout le monde.
Et les raisons ne sont pas toujours les mêmes en fonction de l'âge notamment. Mais une perte d'érection au cours de rapport brutale, la plupart du temps, c'est qu'il a peur. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment il faut réagir? Peut-être la réassurance, comment ça se fait, tout dépend des cas particuliers. Hein. Mais en général, c'est ça qui fait. C'est le désir de performance, c'est le désir de bien faire. Là aussi, on dit plus on veut, moins on peut. C'est-à-dire que plus on se laisse faire les choses, plus on laisse aller les choses, mieux ça marchera. Hein. Ça ne devient un problème que quand ça n'a pas marché et du coup, on rentre à ce moment-là dans la conduite d'échec, hein, l'entonnoir, on dit. C'est-à-dire que comme une fois on a eu un échec, on a peur et comme on a peur, on anticipe l'échec et on aura l'échec. Hein. Et dans ces cas-là, il vaut mieux aller boire un bon café et aller au cinéma. On ne recommence pas dans la foulée. Alors, je ne sais pas si c'est le café qui est le meilleur, si vous m'en demandez à mon voisin. Ou alors le docteur Cohen avec sa recette miracle. Mais il vaut mieux faire une pause, il faut varier tranquille. les plaisirs, oui, c'est ça, hein, et ne pas se polariser sur ce problème. Voilà, vous avez la réponse à votre question. Merci. Et je voulais poser aussi une question, monsieur, pour l'esthétique. Voilà. Si c'est dangereux pour une femme, pour une future maman, de se refaire les silicone et les seins ou les fesses, etc. quoi. Bon, alors on a eu toute une polémique sur les silicones depuis quelques années, depuis 1990, 92 aux États-Unis. Où est-ce qu'on en est d'ailleurs? Pardon? Où est-ce qu'on en est d'ailleurs? On a remis les silicones sur le marché. C'est grave, docteur? Pas du tout, ça se passe très très bien. On est plutôt très contents, à la fois les chirurgiens et les patientes. Les femmes sont beaucoup plus contentes des résultats, en particulier dans la poitrine. Et alors, quand on est enceinte, est-ce qu'il faut le faire? Ou est-ce que quand on veut avoir un deuxième bébé, est-ce que c'est grave? Alors le silicone n'a aucune incidence, ou la silicone, on devrait dire la silicone, n'a aucune incidence sur une grossesse. Ni dans les fesses, chose qu'on ne pratique pas en France actuellement. On a vu des reportages sur le Brésil et d'autres endroits, d'autres pays où on fait des implantations dans les fesses. On ne fait, nous, en France, que les seins. Et essentiellement, il n'y a aucun problème entre une grossesse, un allaitement éventuel allaiter, oui, et des prothèses. Aucun problème. On peut allaiter normalement, même si on a des seins qui sont refaits et siliconés. Tout à fait. Il n'y a pas de contact, d'ailleurs, entre la silicone et le sein. L'implant est en général placé en profondeur, même parfois derrière un muscle qui s'appelle le muscle pectoral, qui est ici. Il n'y a aucun contact entre la glande mammaire et l'implant lui-même. Et il n'y a pas de fuite de silicone non plus. Donc on ne retrouve rien dans le lait qui va être à destination du bébé. Une question d'une téléspectatrice pour le docteur Cohen. Qu'est-ce qu'il faut penser des produits light? Vous savez, ce qu'on voit dans tous les supermarchés maintenant, tout est light. La charcuterie est light, Alors, la choucroute est light, les frites sont light, c'est le paradis du light. Oui, absolument. On a deux problèmes. D'abord, le premier, c'est de savoir les reconnaître. Et il faut apprendre à lire une étiquette dans un supermarché. Et de plus en plus souvent, on oublie que l'étiquette, c'est simplement une réclame. Et qu'en fait, la véritable information, elle est contenue souvent au dos du produit. Et c'est là où on voit la réalité des choses. Alors déjà, pour les produits gras, on peut avoir confiance au fait que ce soit écrit 10, 20, 30, 40% de matière grasse. Ça, c'est vrai quand c'est marqué? Oui. Mais quand vous voyez écrit 2, 3, 4, 5, 6%, ça veut dire que vous ne savez pas lire l'étiquette et on vous fait habilement croire que ce sont des produits allégés alors qu'ils ne le sont pas. Deuxième phénomène, quand on utilise des produits light, on s'est rendu compte que les consommateurs de produits light avaient tendance à en manger 2 fois plus que les autres. Ceci sert bien sûr l'industrie alimentaire puisqu'on mange 2 fois du produit. Mais en dehors de ça, si on ne contrôle pas l'absorption des produits light, et bien finalement, on finit par retrouver ce qu'on mangeait auparavant, mais on en a mangé 2 fois plus, oui, mais du moins light. Deux fois meilleur aussi, Alors, 2 fois plus. Le light, c'est quoi finalement? Pour fabriquer un produit light, la recette est toujours la même. On ajoute dans le vrai produit ou de l'eau, ou de l'air, ou des fibres. Ça revient donc à acheter de l'eau, ou de l'air, ou des fibres à un prix qui est relativement élevé la plupart du temps. Mais sinon, ça existe. Il y a vraiment... il quand existe on met réellement. Saucisson light, ça existe. Non, ça n'existe pas. Il ne faut pas croire à ces choses-là. Il faut y croire surtout pour les laitages et les yaourts. Pour le reste, soyez extrêmement circonspects. Bien lire les étiquettes. Retournez les étiquettes et vérifiez bien tout. Bien. Bonjour. Roland de Paris. Enchanté, Roland. J'aurais une question pour le comportementaliste. Claude Lemaine. Voilà, qui concerne l'hérédité et le comportement. Lorsque dans votre famille, vous avez des personnes qui ont un comportement, par exemple, ils s'expriment en se frottant le nez ou en ponctuant par des sons à chaque dialogue. Quels sons? Ah oui, on fait ça chez vous? Voilà. Ah bon, oui. de père en fils, voilà. Ah bon. Et le nez, c'est comment? Comme ça. Ah.
Voilà. Qui fait ça chez vous? Ma fille, mes tantes ont fait ça, donc c'est un peu le tic de la famille. Ça quoi. vous interpelle? Ça m'interpelle, voilà. C'est grave, docteur Lemaine? Est-ce que votre père faisait ça? Est-ce que votre mère faisait ça? Non, du côté de la famille de mon père. Oh, bah dites donc, ça doit donner les repas de famille le dimanche, hein, c'est de ta faute. Et votre père le faisait aussi? Je ne sais pas. Vous ne l'avez pas connu? Non. Ah oui. Alors effectivement... Mais du côté des femmes, c'est du côté féminin de la famille. Alors les personnes que vous avez fréquentées vous ont servi de modèle. Oui. Si vous les avez vues faire ça, c'est en fait de l'apprentissage pur et simple. Je ne pense pas que ça ait à voir avec une quelconque hérédité. C'est de l'apprentissage de gestes, tout simplement. Vous les avez vues faire ça, vous les avez vues ponctuer leurs phrases par ce « vous l'avez intégré comme étant un des modes de communication de la famille. Vous pourriez vous en passer, mais c'est une habitude, vous n'êtes plus conscient. C'est simplement de l'apprentissage, ça n'a vous rien gêne d'héréditaire. Non, mais c'est curieux. Oui, Ça traduit quoi? C'est curieux pour les autres. Ça tout traduit simplement. quoi? Une timidité? Exactement. interrogation? C'est une manière de s'affirmer. Alors, soit de se cacher en parlant. Et là, effectivement, tout ce que vous cachez de la partie de votre visage signifie que n'ose pas vous vous mettez à s'exprimer. l'abri. Voilà. Et si vous faites à la fin de tout ça, c'est pour donner un peu plus de poids à ce que vous venez de dire. En cours de conversation. Mais vous devez être d'une famille timide et vous devez être timide vous-même, je pense. Un peu, oui. Ouais, ça va, il a posé sa question quand même. C'est pas rien de le faire Bravo, en public, bravo. hein, il faut avoir du courage. hein. Seconde question. Oui. Alors ça concerne les gestes qui trahissent le mensonge. Est-ce que des gestes peuvent trahir un mensonge? Je ne sais pas, par exemple... Bah justement, se toucher le nez. Très souvent, lorsque vous dites des choses que vous ne pensez pas, vous avez tendance à vous toucher le nez, à regarder à gauche ou à droite ou vers le bas. L'attitude sincère est l'attitude où vous regardez les gens dans les yeux. Si vous regardez à droite ou à gauche quand vous dites quelque chose, ou si vous vous cachez à moitié, là, ça veut dire que vous n'êtes pas sincère, que vous ne pensez pas ce que vous dites. Alors ce geste-là, de se toucher le nez quand on parle en regardant ailleurs, signifie « je te dis des choses que je ne pense pas ». Quand vous ne mentez pas, vous regardez les gens dans les yeux, clairement, sans vous cacher. Claude, il n'y a pas des menteurs qui vous regardent droit dans les yeux? Si, bien sûr. Mais en tout cas, ceux qui Ce sont des manipulateurs alors? Ceux-là sont plus habiles que les autres. Mais ceux qui se frottent le nez en regardant à gauche ou à droite Vous ou êtes vers sûr le qu'ils bas, mentent? a priori oui plutôt. Eh bien voilà, une nouvelle règle en matière de comportement. Bonjour. Bonjour. Vous appelez comment? Bulle. C'est une question pour Le sexologue. Docteur Michelon. Oui. En fait, je voulais savoir à quel âge, en moyenne, ressent-on le plus le besoin d'avoir des rapports sexuels? Est-ce qu'il y a des âges où on est plus ardent que d'autres, docteur? Alors, le désir, on peut appeler ça comme ça, le désir apparaît au moment de la puberté, sous l'influence, sous la poussée hormonale, et se maintient après tout le long de la vie. Forcément, avec l'âge, il y a la part tendresse qui vient un petit peu prendre la place de la part purement pulsionnelle. Mais je crois que le désir de contact, le désir de relation sexuelle, c'est permanent. Et quand on La n'a pas... réalisation est différente. Et quand on n'a pas justement envie, il faut s'inquiéter, docteur? Alors, quand on n'a pas envie, c'est un trouble sexuel, bien sûr. Un manque de libido, c'est un trouble sexuel. Mais à tout âge, quand on est jeune aussi, ou quand sûr. on est un petit peu plus âgé, Bien sûr, et bien qu'est-ce qu'on sûr. doit faire par rapport à ça? Eh bien, consulter un sexologue, éventuellement. Oser le faire aussi, parce que c'est pas C'est toujours ça. évident Oui, d'avoir avoir le courage, oui. cette démarche-là. Et c'est souvent un déclic dans la tête, c'est quelque chose de bloqué? Non, c'est vraiment un vaste problème. Ça, ça peut être psychologique, relationnel, biologique aussi. Hein. Il peut y avoir des troubles hormonaux, mais pas aussi souvent qu'on ne le croit. D'accord. Bonjour. Bonjour, Jackie de Levallois. Bonjour Jackie. Bonjour Evelyne. Moi, je voudrais poser une question au docteur, au chirurgien esthétique et au docteur comportementaliste. C'est comme ça qu'on dit? Docteur Claude, on va vous appeler. Oui, Du Claude Lemel, comportement. comportementaliste. Oui. Comportementaliste. Alors d'abord pour docteur Baraf. Voilà, j'ai plusieurs petites choses qui m'empoisonnent la vie. Primo, j'ai des rides au-dessus de ma lèvre supérieure. Je ne sais pas comment faire pour les enlever. Ensuite, quand je ris, j'ai des rides d'expression, j'ai plusieurs rides. Oui, c'est joli les rides d'expression, regardez, moi j'en ai plein, regardez quand je ris. Regardez, vous êtes toutes belles. Pas vous mettre au chômage, docteur, mais bon. Alors c'est hauteur des yeux, et puis là aussi, je trouve que Les les petits sillons, ici, le sillon nasogénien, ça s'appelle comme ça, Tout à fait. qui est tout à fait marqué. Alors, Et autre chose, attendez, pas tout en même temps. D'abord ça. Docteur, qu'est-ce qu'on peut faire, les petites choses là au-dessus de la lèvre? Alors c'est intéressant parce qu'en fonction de la localisation, on n'aura pas du tout techniquement les mêmes attitudes. D'abord, sachez que la lèvre supérieure est la zone la plus difficile à traiter du visage, que ce soit chez un homme ou chez une femme.
Ces petites rides proviennent d'une expression lors du langage, lors de la parole, et malheureusement, on voit chez des jeunes femmes de 20 ans ou moins de 30 ans déjà l'esquisse des premières petites rides qu'elles vont avoir plus tard. Il faudrait quasiment faire de la prévention, leur expliquer qu'il faut parler sans froncer la lèvre supérieure, parce que ces rides sont extrêmement difficiles à éliminer plus tard. Donc chez nous, en chirurgie, aussi bien qu'en dermatologie d'ailleurs, ou en médecine esthétique, qui sont les 3 spécialités qui peuvent vous aider, nous avons un mal fou à éliminer ces rides. En plus, vous allez continuer à parler de la même manière. Donc, vous allez tourner en rond, puisque ces rides vont revenir très rapidement, entre 2, 3, 5 mois, qu'est-ce qu'on peut un faire an après. Alors, on peut faire, soit on les remplit. Avec quoi? Des injections, il y a différents produits, du collagène. On parle beaucoup du... Alors, c'est une autre chose, parce qu'on devrait dire la toxine botulique, puisqu'il y a maintenant 2 marques différentes, donc il n'y a pas de raison de parler d'une par rapport à une autre, mais la toxine botulique paralyse. Il est bien évident qu'on ne va pas vous mettre de la toxine botulique dans la lèvre supérieure, sous peine de voir le café s'échapper de vos lèvres lorsque vous allez boire. Donc, la toxine botulique est réservée à certaines zones, par exemple entre les sourcils, par exemple quelques petites rides dites de la patte d'oie sur le côté des yeux. Ici, non, puisque la dame demande... Latéralement, non, pas du tout. Pas possible. Pas latéralement sur la bouche, toujours pour des raisons de paralysie. On a besoin de parler, on a besoin de boire et on ne peut pas se permettre de vous paralyser cette région-là. En plus, il ne faut pas être excessif sur cette toxine botulique. Car maintenant, même aux États-Unis, les réalisateurs de films américains ont des difficultés à obtenir les expressions demandées chez leurs actrices. Soyez méchante, elle n'y arrive plus. Soyez souriante, elle n'y arrive plus. Alors ça devient un vrai problème. Aussi, non ? Il faut garder donc une expression sur le visage quand même. Vous arrivez à être méchante encore, vous? Comment c'est quand vous êtes méchante? Non, je ne suis pas méchante. Non, mais comment c'est comme ça? Je fais la gueule. Oui, c'est ça, vous faites la gueule. Alors imaginez qu'on aille maintenant vers des femmes totalement lisses, sans aucune expression, comme on pourrait voir, parce que ça se produit dans les congrès que nous avons. On vous montre, on peut paralyser un petit muscle très spécifique, on peut ralentir l'activité d'un autre petit muscle, et on va quand même un petit peu vers un excès. Il faut faire très attention. Alors qu'est-ce qu'on peut faire ici? Rien? Alors les lèvres, les rides de lèvres supérieures, soit nous les remplissons avec différents produits à base de collagène, à base de différentes... il y a une vingtaine de produits différents maintenant, mais ça marche 2-3 mois. Les rides reviennent. Soit on les gratte. Et pour les gratter, donc on va diminuer leur profondeur. On utilise soit des produits chimiques, ce qu'on appelle des peelings, soit des lasers qui vont aussi enlever désépaissir la peau, pour ainsi dire, et donc supprimer ces rides. Mais sachez qu'elles vont revenir. Alors, la question pour le comportementaliste maintenant. Alors là, quand je suis énervée ou stressée, je bouge ma tête, je fais comme ça. J'ai des tics. J'ai des tics. Et je ne sais pas comment. Alors, j'ai vu un neuropsychiatre. Ouais. Il m'a donné des médicaments. Oh voilà. Qui vous ont rendu, qui vous ont ramolli, qui vous ont rendu pâteuse, qui vous ont rendu apathique. Mais pas beaucoup, il m'en donne très peu. Un demi comprimé le matin et un demi à midi. Ah bah quand même. Ouais. Bon, tout dépend qui ça énerve. Est-ce que ça vous énerve vous ou est-ce que ça énerve les gens qui vivent avec vous? Non, ça les énerve pas, mais ils me font des remarques, me dire « Ah, pourquoi tu bouges ta tête ?» Claude, changer d'amis, c'est ça? Exactement. Soit vous pouvez vous en empêcher et vous devez vous faire l'effort, soit vous ne pouvez pas vous en empêcher parce que ça a peut-être des causes que je dirais internes, non pas psychologiques, peut-être cérébrales, j'en sais rien, de tics, je ne sais pas très bien quelle est la part dans le tic de ce qu'il y a de nerveux, il faudrait le demander à un médecin et la psychologie, mais soit effectivement on accepte que vous ayez ce mouvement de tête, soit vous faites l'effort de ne plus les avoir, mais là il faut aussi dialoguer. Ou c'est pénible à la personne avec laquelle vous vivez et vous faites un effort, ou vous ne pouvez pas faire d'effort et la personne qui vous aime doit l'accepter. Mais ça signifie surtout, à mon avis, plutôt de la nervosité, qu'elle soit physiologique ou psychologique. Je ne sais pas si je vous réponds clairement. N'oubliez pas de dire à vos proches qu'ils vous acceptent. Attendez, on va peut-être passer à d'autres personnes parce qu'elles ont plein de questions. Je sais que vous en avez plein certainement, mais dites à vos proches surtout qu'ils vous acceptent tel que vous êtes. Bonjour. Alors, je m'appelle Sylvie, mais en fait, je voudrais poser une question nutritionniste et comportementaliste. Alors. En fait, moi, je suis une allergique du régime. Et je voudrais savoir, en fait, si vous avez déjà eu des personnes comme moi qui voulaient maigrir, mais qui n'arrivaient pas à suivre clairement. Nous, on en a vu sur le plateau de C'est mon choix. Hein. Et ça a marché. 10 kilos en combien? 15 jours, c'est ça, docteur, vous vous souvenez? Un mois. Un mois, oui. Voilà. En fait, moi, ce qui me gêne, c'est la chose à suivre dans la le discipline régime. militaire du régime. Voilà. Ça me pose un gros problème. Donc, je voudrais savoir si vous avez déjà eu des... Oui, aux frites, mais aux frites tous les jours. Quoi. Écoutez, en gros, c'est ça.
Vous avez vraiment l'air de ce que vous êtes quelqu'un de normal. Il n'y a rien de normal à avoir envie de faire un régime, et c'est pas du tout agréable de faire un régime, voilà. Alors c'est pour ça qu'on a inventé depuis 1 an, et puis il y aura d'autres choses l'année prochaine, des régimes un peu agréables, un peu gais, pour faire maigrir les gens dans des conditions agréables. Et il ne faut pas se gâcher la vie, enfin vous êtes l'expression même de ce qu'il faut être, ça veut dire sourire, être heureux, il faut avoir du bonheur à vivre. Donc un régime, il y a 1000 solutions techniques, c'est parce que les gens sont un peu feignants, mais il y a 1000 solutions techniques pour rendre un régime agréable. Les gens ne savent pas qu'un sandwich avec du jambon à l'intérieur, c'est l'équivalent d'un steak avec des légumes. Pourtant, ça rend simple la vie de faire ça dans un régime, etc. etc. Donc il faut se creuser la tête, mais vous êtes normal de ne pas avoir envie de faire des régimes stricts. Très bien, ça me rassure. Parce qu'en fait, moi, je ne fais pas de régime, mais je gère vraiment tout ce qui est nourriture et tout, et je fais du sport. La différence, c'est que les nutritionnistes connaissent les aliments, alors ils savent les agencer, les organiser dans une journée. Et comme on n'a pas fait cette formation, la plupart du temps aux gens, alors du coup, ils ne savent pas faire, ils font des erreurs, et c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à maigrir. Mais on l'a démontré avec Evelyne, on était capable de faire des régimes drôles, gais, amusants, et on faisait maigrir des gens qui gardaient le sourire. Mais et ça on ne laisse pas de faux joie aux gens quand même, il n'y a pas de régime, on ne maigrit pas quand on s'empiffre toute la journée. Mais bien sûr que non, mais on trouve des aménagements. On peut compenser. Voilà. Et alors, vous savez, les fameux régimes, et puis souvent quand on est au régime, on n'a pas envie de se prendre la tête à faire la cuisine, et on mange un seul truc par jour parce qu'on se dit ça va être super facile pour les courses, et ça va nous faire maigrir. Le régime, je mange une banane ou des bananes par jour, ça marche ou pas? Ça, c'est des régimes fada. Oui. Voilà, c'est des régimes. Ça veut dire que moi, je connais un autre régime. Il y a 10 versions à ce régime. On peut faire le régime je ne mange qu'une carotte, je ne mange qu'une poire, je ne mange qu'une pomme. Ça, c'est des régimes qui ne fonctionnent pas parce qu'on arrête très vite, on en a marre, ça fatigue. C'est triste. Et c'est triste, oui. Enfin, pour la banane, c'est déjà mieux. Encore, vous avez une question, non? Bonjour. Bonjour. Oh, qu'elle est grande. Oui. Bonjour, j'aurais une question pour le comportementaliste. Je suis amenée à faire des recrutements et effectivement, cette technique est de plus en plus connue. Comment est-ce qu'on peut nous détecter des gens qui essayent de nous biaiser, quoi? Des mauvais éléments? Des mauvais éléments qui ont appris effectivement à maîtriser les gestes. Alors, il n'y a pas de machine à détecter le mensonge. Les petits malins. Mais il y a au moins des moyens d'éliminer les mauvais candidats, ceux qui savent qu'ils ont à faire des efforts quand ils ont un métier. Si vous voyez quelqu'un arriver devant vous sans sourire, je pense qu'il faut donner quelques recettes comme ça. Il faut savoir sourire, regarder les gens dans les yeux, ne pas arriver avec, pour les femmes, des boucles d'oreilles en boîte de camembert. Pour les hommes, ne pas arriver, parce que j'ai vu beaucoup de clients ne pas aimer du tout que des candidats aient des chaussettes blanches portant avec des chaussures de sport le week-end. Si vous voyez des représentants ou des cadres qui arrivent avec des chaussettes blanches, très souvent j'entends des clients me dire il avait des chaussettes blanches, c'est rédhibitoire. Vous savez, les hommes politiques ont souvent des chaussettes de couleur, ça ne les empêche pas d'être des politiques. Hein. Oui, c'est vrai, mais enfin, bon, cela dit, c'est à qui vous pensez. Et puis la couleur rouge, je ne sais pas si ça lui va vraiment. Mais ça vous appartient. Bon, si nous regarde, on le salue, monsieur le ministre. Il y a des choses à ne pas faire. Ne pas être maquillé à midi comme on le sera le soir, parce qu'on se demande à ce moment-là comment les gens seront quand ils sortent. Être très discret, ne jamais avoir le cheveu gras. On peut se laver les cheveux tous les jours sans que ça pose aucun problème aux cheveux. Moi, je vois des gens qui viennent en entretien de recrutement avec des cheveux gras, des boîtes de camembert, des chewing-gums. Ah, le chewing-gum, c'est rédhibitoire. Hein. Totalement rédhibitoire, parce que la boîte de camembert et la bouche du ruminant, moi, ça me fait penser à une vache bien connue. Pour les hommes, évitez les chaussettes blanches, la grosse gourmette en argent avec le prénom, parce que tout ça, c'est du dernier Tout ce clou. qu'on aime, c'est mon choix. Vous nous l'enlevez, ça va pas du tout. Et puis, je crois qu'il faut beaucoup insister sur la franchise du regard, sur le fait que les gens vous regardent en souriant. Oui, mais alors, attendez, Claude, parce que vous ne répondez pas tout à fait à la question de cette dame. Les manipulateurs, ceux qui trichent, comment les déceler? Entre le sourire franc et massif, mais qui est un peu « attends-toi, je vais t'avoir oui. », comment est-ce qu'on fait pour déceler le vrai faux candidat, finalement? On est d'accord, je vous ai dit, il n'y a pas de machine à détecter le mensonge. Il y a des gens qui ne savent que se vendre, qui sont excellents en entretien et décevants au quotidien. Et il y a des gens qui sont très timides et qui sont mauvais en entretien de recrutement et qui gagnent à être connus, qui se révèlent meilleurs. Et bien dans ces cas-là, on fait passer des tests psychotechniques. Ça existe. Ça a été l'objet de certaines autres émissions. Et je vous assure que ça aide. Moi, je vous encourage à utiliser les tests et la graphologie. Ça répond à moitié à votre question? Oui, mais c'était en plus au moment des entretiens, en fait, pour pouvoir détecter des petites trahisons, des petites tricheries. Et alors, attendez, justement, est-ce que vous avez un truc pour déstabiliser un candidat?
Bon, le but de la manœuvre n'est pas de le déstabiliser. On est quand même pas de langue de sadique. bois, Claude Lemaine, on se connaît trop maintenant. Bon. En 3 ans, c'est mon choix. Je sais que vous ne voulez pas dévoiler toutes vos ficelles, bien sûr, mais vous en avez plein. Moi, j'ai des trucs. Quand je ressens que les gens sont timides, je vais commencer l'entretien en parlant beaucoup, de manière à ce qu'il ait le temps de m'observer, de se mettre à l'aise et qu'il puisse communiquer. Si je vois quelqu'un qui, au contraire, est très, très, très hableur et qui parle beaucoup, je vais me taire et je vais laisser le silence s'installer. J'essaye toujours de rétablir un équilibre dans l'entretien, et s'il parle et qu'il se jette à fond perdu dans ce qu'il croyait utile de me dire, je ne réagis pas et je laisse la conversation mourir, ce qui évidemment est gênant pour lui. Mais je crois qu'il faut adapter la teneur d'un entretien à la personne qui est en face. Quelqu'un qui est très agressif, vous vous mettez en retrait. Quelqu'un qui est très timide, vous allez vers lui. Maintenant, déstabiliser, non. Je crois que si cette personne abuse de vous pendant l'entretien, si elle pose ses bras sur le bureau, si elle vous pose 36 000 questions, vous vous sentez agressé. Si elle est ensuite face à un client ou face à un autre interlocuteur, elle sera aussi désagréable. Donc il faut être en retrait et le calmer et dire ça, je ne marche pas à ce jeu. Claude, juste encore un mot sur les candidats, mais cette fois à l'inverse. Vous savez, et c'est un peu pour ça que je posais la question, la technique du recruteur ou du chef d'entreprise qui surélève son fauteuil par rapport au candidat qui est en dessous. Qu'est-ce qu'on fait quand on est un pauvre candidat qui vient chercher du travail et qui se sent tout de suite déstabilisé parce qu'il y a des pervers aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire? On le dit, on fait comme si, on dit rien. Qu'est-ce qu'on fait? Non, il faut tout simplement comprendre que c'est vrai qu'il y en a un qui décide, il y en a un qui se fait recruter, l'autre qui décide. Donc c'est vrai que dans le rapport, il y a quand même un dominant et un dominé. Et il faut l'accepter. Il faut l'accepter. En se disant quand même... Mais on montre qu'on n'est pas dupe ou on montre rien du tout? Il ne faut pas être inquiété par ça. Il ne faut pas être déstabilisé par ça. Ça fait partie du jeu, c'est un jeu de rôle. Il ne faut absolument pas que ça vous perturbe. Bonjour. Bonjour Aurélie. J'ai une question pour le nutritionniste et pour le chirurgien. Alors déjà pour le chirurgien, j'aurais voulu savoir si vous avez déjà refusé de faire des opérations et dans quel cas? Alors ça, c'est une question qu'on nous pose toujours. Car il semble que si l'on est capable de refuser de faire une intervention, on devrait par conséquent être un meilleur chirurgien. La réponse en général est oui. Ça arrive de refuser. Par exemple, un nez avec une peau extrêmement grasse, on n'obtiendra jamais le résultat souhaité par la femme ou par l'homme qui souhaite se faire opérer. Donc il vaut mieux dire non. Des interventions multiples, réalisées par différents chirurgiens où on ne voit pas très bien comment on va pouvoir rattraper les choses. Il va falloir refuser des interventions qui visiblement ne correspondent pas à des critères logiques. Par exemple, une femme très mince comme vous, regardez, qui viendrait demander une poitrine gigantesque. Je crois que c'est totalement illogique de souscrire à ce genre de demande. Donc si vraiment on sort d'une logique, disons, de notre époque, il va falloir refuser. Si mentalement, moralement, le chirurgien refuse de réaliser certains actes, ça peut aussi, ça peut le heurter. On ne doit pas faire un lifting à une femme de 35 ans. Il n'y a aucune raison. Si elle arrive en disant « Regardez, je serai beaucoup mieux comme ça », il vaut mieux dire non. De toute façon, ça n'est pas logique de le faire, ça n'est pas légitime, et puis ça va heurter... C'est quel âge ? Quel âge ? Quand la femme ressent que visiblement elle a un relâchement ici. Si vous avez des gamines qui arrivent à 20 ans et qui ressentent déjà le besoin de... Il faut essayer de leur expliquer qu'il y a peut-être un autre problème et que la chirurgie ne va pas régler ce problème, qu'elle va déplacer le problème ailleurs et il faut repartir vers des psychologues, essayer de comprendre pour quelles raisons elles ne s'acceptent pas. Et cette jeune fille dit même si elles insistent, qu'il y a vraiment un souci ? Elle peut insister, je crois qu'on prend des conseils avec des psychologues, avec des psychiatres, on essaie de leur faire comprendre qu'il faut chercher un petit peu ailleurs. Et puis finalement, mais alors là c'est ma position, on peut se demander si vraiment, si elles insistent suffisamment longtemps, qu'elles y tiennent vraiment, s'il ne vaut pas mieux qu'elles soient opérées par un chirurgien d'expérience, qui va peut-être leur donner une chance que ça marche quand même, plutôt que d'aller se faire rater quelque part par un chirurgien qui n'aura pas... Alors vous allez me répondre, l'ordre des médecins, il y a un listing, ok, mais j'en reviens 2 secondes à ce dont on parlait tout à l'heure avec la dame. Quand on voit des stars, parce que ça existe, notamment aux États-Unis, pour ne pas citer la France, des stars qui se font rater, parce que ça existe. Vous citiez tout à l'heure les gens qui sont extrêmement tirés. On se dit, mais comment des stars qui connaissent, ça circule, peuvent-elles se faire rater? Vous vous rendez compte pour les gens qui ne connaissent pas le milieu du showbiz, des médecins? Comment on fait pour trouver un bon chirurgien? Bon, d'abord, il faut savoir qu'en France, nous disposons d'une chirurgie esthétique qui est parmi les meilleures au monde. On est réputé en dehors de nos frontières. On voit évidemment souvent dans des émissions de télévision ou ailleurs des fameux ratages. Il y a extrêmement peu de ratages sur le nombre de patientes qui sont opérées chaque année. Maintenant, ces femmes dont vous me parlez, qui sont trop tirées en apparence et que tout le monde remarque, elles sont peut-être très contentes. Et puis après tout, c'est peut-être ce qu'elles recherchent. Et aux États-Unis, on est moins conservateur et on tire beaucoup plus les visages qu'en France.
La preuve en est que des Américaines viennent maintenant se faire opérer à Paris parce que les résultats sont plus naturels. Alors comment savoir où aller et à qui s'adresser? Ça, c'est une véritable question très difficile à régler. Je pense que c'est une question de confiance. Il faut que le chirurgien vous écoute, vous comprenne et que vous vous sentiez prise en main avec confiance. C'est très difficile de choisir. Il faut peut-être voir des copines qui ont été opérées. Il y a le fameux bouche à oreille. Appelez le conseil de l'ordre des médecins. Vous saurez si le chirurgien auquel vous avez recours est plasticien compétent. Ça ne veut pas dire que tout ira bien. Rien ne vaut le Ça bouche à peut oreille aider. et les... Rien ne vaut le bouche à oreille, une copine qui a été opérée, une réputation. Voilà. Vous aviez une autre question? Oui, j'aurais voulu savoir comment éviter le grignotage. C'est la question la plus simple. Pour éviter le grignotage, vous avez deux choses à faire. Premièrement, savoir à quelle heure vous grignotez. Et en fonction de l'heure à laquelle vous grignotez, vous avez déjà une réponse sur la cause pour laquelle vous grignotez. Alors, quand les gens grignotent en milieu d'après-midi, souvent c'est de l'énervement ou du stress. Et souvent, quand ils grignotent dans la nuit, après le repas, c'est de l'angoisse. La plupart du temps, en dehors de ça, ça ne peut être qu'une question de mauvaises habitudes ou de routine. Quand ce sont des problèmes de nervosité ou d'angoisse, ça se soigne en cherchant pourquoi on a fait ça et éventuellement en prenant quelques médicaments pour se casser l'anxiété ou l'angoisse. Maintenant, quand ce sont des problèmes de routine, ça s'appelle des trucs, parce que personne n'a trouvé le traitement de ce genre de choses. Les trucs, ça veut dire manger des choses qui rassasient, de l'eau, boire du café, du thé, mâcher un chewing-gum, croquer des produits diététiques. Oui, Evelyne ? C'est croquer des produits diététiques. J'ai rien dit. Non, je pensais au chewing-gum par rapport à Claude Lemaine. Aux produits diététiques. Et puis ensuite, si vraiment vous avez envie de craquer, craquez. Parce que la frustration dans un régime, c'est l'ennemi principal d'un amaigrissement. Ça veut dire que si vous craquez, c'est pas grave. Attendez le repas d'après pour rembourser, attendez le lendemain pour recommencer, mais surtout ne vous mettez jamais en situation de tension vis-à-vis de la nourriture. Et quand on a, je sais pas, tout d'un coup une envie, ça y est, on veut se faire un gros gâteau et que le soir on veut encore un gros gâteau, il faut le faire ou il faut se dire ah non là c'est pas possible, je vais casser mon régime. Il faut le faire et il faut essayer de tricher. En fait, tout ce qu'on trouve dans les régimes, c'est des petits trucs. Alors, tricher, ça veut dire si on a envie de sucre, on va essayer de trouver du sucre d'une autre façon que par le gâteau. On va essayer d'utiliser une compote de fruits. On va la sursucrer. On va la sursucrer avec de l'aspartame, éventuellement, pour lui donner un goût plus sucré. Si on a envie du gâteau, on va dire, par exemple, je vais le prendre 1 heure plus tard et on va le manger. On verra si on a mangé le deuxième gâteau ou non. On va le couper en 4 pour faire durer plus longtemps le plaisir. C'est des systèmes d'aménagement. Et au-delà de ça, il existe quelques drogues aujourd'hui, des médicaments, qui permettent de casser les troubles compulsifs. Et on peut y avoir recours quand vraiment on est dans une situation extrêmement urgente, où on a le désir ou le besoin de maigrir et où on n'y arrive vraiment pas. Bien. Jeune fille. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Muriel. J'ai une question pour Claude. Qui n'est pas personnelle. Lorsqu'une personne dit « je t'aime » ou « tu es mon ami », comment savoir si cette personne est sincère ou non? Comment il s'appelle? Non, ça n'a rien à voir. C'est une blague. On vous dit. D'abord, ça se verra sur la durée. S'il vous dit « je t'aime » juste avant de passer une nuit avec vous et que le lendemain il ne vous aime plus, là la réponse elle vient d'elle-même. Bon. Mais je pense que l'amour se vérifie exclusivement sur la durée. Le désir se vérifie dans l'instant, s'il dure. Et si vous vivez avec les gens longtemps, je pense que là, on peut parler effectivement d'amour. Maintenant, quand quelqu'un vous dit « je t'aime », s'il vous regarde, s'il vous écoute, si lorsque vous êtes ensemble, il vous laisse parler, s'il n'est pas sans arrêt en train de vous parler de lui, si vous n'êtes pas un support à son propre narcissisme, si pendant un dîner, il vous regarde gentiment les yeux, le nez, la bouche, que le regard est vraiment un de ces regards qui sont les regards amoureux, qui ne sont pas simplement fixés sur les yeux, qu'il aime regarder l'ensemble de votre visage, s'il sait se taire, vous laissez parler, s'il sait créer une ambiance à la table à laquelle vous êtes, c'est que c'est quelqu'un qui vraiment est avec vous et en symbiose avec vous. Ensuite, le vrai amour se vérifie quand même sur la durée, à mon avis. Le je t'aime jeté à tout va. C'est facile. Dans certains moments d'égarement. C'est facile. Le je t'aime qu'on dit à une femme 30 ans après l'avoir épousée me paraît beaucoup plus intéressant que celui qu'on dit à 25 ans à la jeune fille qu'on désire. Ça n'engage que vous encore, Claude. Alors, Docteur Cohen, le moment tant attendu est venu. Vous nous avez annoncé tout à l'heure que vous aviez en corrélation, nous le verrons avec le docteur Michelon, quelques recettes pour raviver le désir de certains couples. Alors, ces mets aphrodisiaques, ça existe? Ils existent? Oui, ça existe. Il existe une recette qu'on pratique
Je trouve que le plateau est très silencieux là. Mais il existe une recette. Dès qu'on parle d'amour, vous savez. Il existe une recette qu'on appelle le coco loco. Et le coco loco, certains Africains ou certains Antillais le connaissent. C'est une préparation. On utilise un jus de fruits. Une fois qu'on a pressé des fruits, on introduit du lait de coco en relativement grande quantité. Et ensuite, on presse en moyenne 5 à 10 grammes de gingembre et 5 à 10 grammes d'ail. On presse bien fort. Oui, c'est un remède contre l'amour, l'ail. Non. Et en fait, on l'introduit dans ce mélange et on le boit par petits dés. Par petits dés, ça se boit par tout petit dé. Et je vous assure que quand vous prenez ça, ça m'est arrivé un jour, à 6h30 du... À 6h30 du... On peut vraiment pas être sérieux. À 6h30 du soir, non mais on ne peut pas être sérieux sur le plateau. À 6h30 du soir, fatigué, vous retrouvez d'un seul coup une énergie débordante qui dure. Et deuxième remède. Oui. On sait qu'il existe, mon ami sexologue ne me contredira pas, il existe des produits qui ont pour vertu d'améliorer la circulation sanguine, et particulièrement les fruits rouges qui contiennent des anthocyanate, c'est un mot compliqué. Les mûres, les myrtilles, les fraises, les groseilles. Et on pense que ces choses-là... Chérie, pas maintenant, je mange mes fraises. Et on pense que ces jus de fruits-là auraient un effet bénéfique sur le retour veineux. La vasodilatation. Et voilà, donc ça voudrait dire que peut-être on pourrait imaginer avoir une solution. Donc rajoutons ça au lait de coco et restons chez soi. En tout cas, ça doit être bien bon. Hein. Je ne sais pas si cette recette aphrodisiaque est dans votre dernier livre qui s'intitule Au bonheur de maigrir, qui sort à la mi-janvier chez Flammarion. Mais je ne sais pas, vous la rajouterez peut-être, qui sait, en annexe, en préface, pour vous rappeler le plateau de C'est mon choix que nous avons fait ensemble aujourd'hui. En tout cas, merci Dr Baraf pour tous les enseignements de chirurgie esthétique que vous nous avez donnés. Claude Lemaine, c'est toujours un plaisir d'analyser nos comportements à travers vos yeux à vous. Docteur Michon, merci pour tous ces enseignements en matière de sexologie. Ils étaient importants sur ce plateau. Encore merci Docteur Cohen, merci à notre public. Merci à vous de nous avoir suivis.